Le rapport entre l'hypoténuse et les autres côtés d'un triangle se mesure, s'explique, se démontre, il ne s'interprète pas. Il y a aussi, par exemple, fort longtemps, qu'on ne voit plus dans les marais une respiration de Neptune. En revanche, vous allez interpréter les mots ou les gestes d'un ami. On peut interpréter les événements historiques de la journée du 14 juillet 89. On peut aussi interpréter le fait que, actuellement, les syndicats ont de moins en moins d'adhérents. Classiquement, on oppose la méthode des sciences de la nature à celle des sciences de l'homme. Celle des sciences de la nature serait plus objective, elle serait quantitative. La science de la nature explique les phénomènes, alors que les sciences de l'homme vont être du côté du qualitatif, plus subjective probablement, et du côté de la compréhension plus que de l'explication. Est-ce à dire pour autant que les sciences de la nature sont plus vraies, plus pertinentes, plus valides et plus prédictives que les sciences de l'homme? Est-ce à dire que les sciences de l'homme sont sans valeur parce que subjectives, voire qu'elles sont arbitraires? Peut-on parler de vérité de l'interprétation? Peut-on vérifier une interprétation? Par quel moyen a-t-on le droit de dire qu'une interprétation est valide? Eh bien, ces questions, nous allons les poser à travers la pratique de 3 grandes sciences de l'homme, l'histoire, la sociologie et la psychologie. En ce qui concerne l'histoire, vous avez tout un cours qui porte sur ce sujet et sur la question essentielle, notamment, qui est la nôtre aujourd'hui, à savoir, est-ce qu'il y a objectivité possible de l'histoire et de l'historien? Un historien cherche les causes des événements historiques pour en comprendre le sens. Mais on s'aperçoit que c'est toujours à travers du subjectif. Prenons l'exemple donné par Paul Veyne dans ce texte. Il nous dit Louis XIV devint impopulaire parce que les impôts étaient trop lourds. Imaginons un historien qui a écrit ça. Eh bien, soit il l'a lu dans un document d'époque. Quelqu'un a dit Louis XIV, le roi, est devenu impopulaire parce que vraiment nous payons trop d'impôts. Soit il savait, l'historien, qu'il y avait des impôts très lourds et que le roi est devenu impopulaire, il a corrélé les 2 éléments en disant que l'un était la cause de l'autre. Vous voyez déjà dans ce cas-là à quel point c'est son choix, c'est subjectif, ça n'est au fond qu'une hypothèse. Mais lorsqu'il l'a pris dans un document d'époque, c'est la même chose, parce que la personne qui donnait ce témoignage était aussi sujette à caution et parlait de son point de vue de là où elle était. La sociologie, quant à elle, étudie les comportements collectifs ou les comportements individuels dans leur dimension sociale et elle explique les phénomènes sociaux par les rapports, par les relations entre les individus ou entre les groupes. Ces outils privilégiés lui donnent une apparence de scientificité, puisque ce sont des sondages et des statistiques, outils ô combien mathématiques. Et d'ailleurs, la sociologie prétend ne s'intéresser qu'aux événements et à leurs causes tout aussi événementielles. Elle refuse d'aller chercher les sources des événements humains et sociaux dans l'intention des acteurs de ces événements, dans la pensée de l'être humain, dans sa conscience. C'est ce que disait le papa de la sociologie, Émile Durkheim. Aujourd'hui, en sociologie, bien au-delà des simples statistiques ou des simples sondages, qui étaient déjà des données mathématiques, on assiste, grâce au big data et à l'énorme possibilité de collectage de données en quantité massive, à la création d'algorithmes qui permettent, disent-ils, de prévoir certains événements et donc éventuellement de les prévenir. Ces algorithmes sont utilisés par exemple par les renseignements, les services de renseignement, pour voir où, à quel moment, à quel endroit il y a un risque de terrorisme. C'est le moment de reposer à nouveau notre question. Est-ce que cette science humaine qui s'appelle la sociologie a une part d'objectivité? Est-ce que ce chiffrage de la réalité sociale est pertinent? Est-ce qu'il va permettre effectivement la prédiction? Eh bien, que l'on fasse des statistiques ou que l'on
fasse des algorithmes, dans tous les cas, on est dans un calcul de probabilité, il n'y a aucune certitude. On n'a pas atteint la vérité absolue non plus. La troisième science humaine que nous devons interroger sur sa scientificité, sur sa capacité à donner la vérité, c'est la psychologie. C'est le domaine privilégié de l'interprétation. Et plus particulièrement à l'intérieur de la psychologie, la psychanalyse. Dans la psychanalyse, nous avons face à face deux personnages qui surinterprètent. Nous avons d'abord le grand malade, schizophrène et plus encore paranoïaque, qui est dans un délire et un délire interprétatif. Tout ce qu'il voit a du sens à l'intérieur de son histoire, à l'intérieur du roman qu'il se raconte, à l'intérieur de son délire. S'il voit, par exemple, deux dames parler sur un trottoir entre elles, il est persuadé qu'elles parlent de lui, et si son délire est une histoire de mafia, il est persuadé que c'est des femmes de la mafia qui l'ont repéré. Le second surinterprétateur, c'est le psychanalyste lui-même. Puisque la psychanalyse utilise essentiellement l'interprétation des rêves, des mots, des paroles ou des comportements des gens pour les aider, pour les soigner. On a même reproché aux psychanalystes d'être comme leurs malades, quasiment dans un délire surinterprétatif. Il existe d'ailleurs une famille de psychologues, une école de psychologie, qui refuse d'interpréter et qui se contente de traiter les symptômes, très souvent de façon mécanique. Ce sont les comportementalistes. Mais la psychologie, ce n'est pas que la psychanalyse. Il existe des pans de la psychologie qui ont une apparence au moins beaucoup plus scientifique que la psychanalyse, beaucoup plus chiffrée. Par exemple, vous connaissez tous le QI, le quotient intellectuel. On donne un chiffre, dont la moyenne est 100. Eh bien, est-ce que dans ce calcul du QI, on peut parler encore d'interprétation? Eh bien, c'est une évidence. Parce que le QI est calculé en fonction de tests, par exemple, qui mettent en jeu des mots, des questions, donc une compétence linguistique. Et donc la compétence linguistique, elle est acquise. Et en aucun cas, le QI ne peut réussir ce qu'il prétend, c'est-à-dire mesurer l'intelligence innée. On s'aperçoit d'ailleurs que les enfants de parents qui n'ont pas plus que le certificat d'études ont une moyenne de QI en général de 95. Or, les enfants de parents qui ont le bac ont une moyenne de QI de 120. On voit bien à quel point ce QI qui se prétendait très objectif et scientifique est finalement très marqué par le culturel. Ce que je viens de raconter, c'est au fond que les sciences humaines, parce qu'elles utilisent une méthode interprétative, ne sont pas sûres, ne donnent pas une vérité absolue, la vérité vraie des choses. Mais dans la vidéo suivante, je vais dire la belle affaire alors. La belle affaire de ne pas donner la vérité vraie. Parce que premièrement, elles ne sont pas les seules à ne pas le faire, et peut-être que ce n'est pas si mal que ça d'interpréter.